On est un peu en retard, je crois. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est pas forcément une question, mais moi, dans l'étiquetage et par rapport à l'agroalimentaire, ce qui me trouble ou ce qui m'a troublé, parce que ça s'est peut-être un peu calmé, c'est quand des grands chefs sont allés aussi apparaître sur de l'étiquetage de l'agroalimentaire. On a quand même beaucoup de grands chefs qui ont coopéré, mais pour de la communication. Hein. Quand on parle de grands chefs qui ont fait du fric, ils ont souvent fait du fric avec l'agroalimentaire. En termes de communication, ils sont allés faire des recettes de telle ou telle entreprise, etc. Donc ça crée une confusion, tout ça, puisque le chef est censé faire à la maison. On sait que l'agroalimentaire, c'est du pas fait à la maison. Et là, quand le fait à la maison va chez le pas fait à la maison, alors du coup, le consommateur, il s'y retrouve comment là-dedans? Ils ont vendu leur âme au diable? Ouais, je vous laisserai la parole après. Je pense que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour eux, ils font pas forcément beaucoup d'argent avec leur établissement principal, parce qu'ils doivent embaucher les gens en cuisine, pour assurer le 100% élaboré à partir de produits frais. Donc pour eux, c'est un moyen de gagner de l'argent. C'est là-dessus, c'est ça qui leur permet de faire leur pain. Puisque c'est pas franchement sur leur établissement qu'ils vont gagner du fric. Excusez-moi, c'est vraiment la face visible de l'iceberg, quoi. Et après, c'est vrai que malgré aujourd'hui tous les problèmes que l'on peut trouver au niveau de tout ce qui est taxes, aujourd'hui un restaurant n'est pas tellement viable. Ou alors il faut faire du volume et travailler du produit, acheter du produit, presser le fournisseur. Donc dans l'agroalimentaire et dans les grandes surfaces, c'est vrai que c'est un jouet. Mais le client ne doit pas en pâtir, donc c'est compliqué. Et c'est vrai que le restaurateur aujourd'hui, il y en a certains qui ont vendu leur âme au diable, des restaurateurs, qui s'en veulent peut-être aujourd'hui, parce qu'après, quand vous faites une recette, que vous travaillez pendant X temps pour une grande marque, moins qu'il y ait des contrats hyper béton dans lesquels on peut transformer la recette initiale que vous avez faite. Et donc le thème, il est là aussi, c'est que le travail de la maison peut être traduit à l'industriel, mais il faut qu'il soit respecté de A à Z, il faut qu'il y ait des charges hyper strictes. Donc c'est pas vendre son âme au diable, il faut que toutes les parties soient omniprésentes pour la réussite de la finalité du produit. S'il y a cette continuité, moi je dis oui, pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop les moyens, et de plus en plus, les gens vont être à court financièrement pour s'alimenter. Donc moi je dis qu'on a un devoir en tant que chef de cuisine de participer à cette dynamique. Mais il faut qu'il y ait des charges hyper strictes. C'est que si on met notre nom sur une boîte de conserve ou sur un plat cuisiné, pour les industriels, je dis oui, mais il faut que ça soit fait d'une façon... Il ne faut pas que ça soit trompeur, comme vous le disiez tout à l'heure, en disant que la coquille n'était pas le produit initial, qu'en fin de compte, il y avait 40 produits à l'arrière, et que la coquille, on ne la distinguait même plus dans la base initiale de la barquette. Et c'est ça. Mais il faut bien maîtriser tout ça, c'est compliqué. Hein. Et maîtriser qu'un groupe, je ne sais pas si c'est possible. Je pense qu'à un moment, ça a quand même permis une démocratisation et un accès au grand public de la haute cuisine également. Donc ça a quand même contribué à un moment, parce que c'était avant justement cette grande mode d'émissions télévisées, etc. Et je pense que le premier, ça doit être, on l'a vu tout à l'heure, ça devait être Joël Robuchon ou Monsieur Loiseau, peut-être. Robuchon, il a été... mais ça a quand même aussi contribué à la démocratisation de la cuisine et... Pardon? Je pense qu'il faut lire la barquette aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus être... Ouais. C'est sûr qu'on a l'habitude, on a l'impression de manger la blanquette de Monsieur Robuchon. Mais comme dit Monsieur Legendre, peut-être quand même qu'avec l'industriel, ils se sont mis d'accord pour que ils ont réussi à faire en sorte que la viande présente dans cette blanquette soit un petit peu mieux traitée qu'une autre blanquette. Maintenant, du coup, à quel prix sort le plat cuisiné? Je sais pas. Voilà. Vous parlez des charges sociales. Bon, pénible, on n'arrête pas de l'entendre, les charges sociales. Pénible, mais le reste, si, je vais vous dire pourquoi. Parce que le restaurateur moyen, il a les mêmes
sociales. Il a les mêmes. Sauf que lui, il n'a pas la notoriété pour aller avec les industriels. Donc, c'est ça. Le problème, c'est le restaurateur moyen. Moi, je vous retrouve, le restaurateur moyen, il a sa sortie où, lui? Alors, on va pas vous donner une solution. On est en train de vous expliquer depuis le début que c'est compliqué pour quelqu'un qui a un restaurant moyen aujourd'hui, qui n'a pas d'attribut à côté, qui n'a que son restaurant pour vivre. Et on est peiné, moi, personnellement je suis peiné, parce que je suis restaurateur quand même depuis quelques années, de voir que les gens sont... Et je parle des professionnels. Malheureusement, les mots mauvais, comme dans toute civilisation, emmènent de négatif par rapport aux gens qui sont positifs. Donc, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? On est dans un monde aujourd'hui où les gens ont vécu au-dessus de leurs moyens, politiquement, et aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés. On ne va pas faire un débat politique, mais le monde de la restauration, aujourd'hui, est pénalisé. Maintenant, tout ce que vous voyez à la télévision, c'est Starac, vous en prenez, les gens peuvent, enfin, en prennent, vous prenez ce que vous avez envie de prendre de ça. C'est exactement comme une barquette. Vous lisez ce que vous avez envie de lire. Si vous ne voulez pas la lire et puis la prendre, eh ben, vous la prenez et puis vous ne la lisez pas. Mais venez pas vous plaindre après qu'il y a X% d'eau, qu'il y a des produits falsifiés dedans. Voilà, maintenant il faut que peut-être que la législation soit beaucoup plus stricte, parce que par rapport à la viande de cheval qu'il y a eu à un certain moment, je trouve ça inadmissible. Mais vous savez, les contrats qui sont faits entre pays, je veux dire, même nous, restaurateurs, on est loin de tout ça. Et on ne va pas expliquer aujourd'hui les malversations de la restauration de grand public. Et ça me fait mal au cœur, quelquefois, de voir ce qui... J'étais témoin de situations, c'était horrible. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à notre niveau de voir que les gens qui ont mangé, moi je me souviens, il y a 25 ans, de saumon mais c'était immangeable, qui était accepté en France par les douanes et qui rentrait pour les périodes de Noël, dans lesquelles c'était immangeable. Mais il y avait des contrats qui ont été posés à un niveau supérieur où la société qui a pris ces saumons ne pouvait rien dire. Parce qu'elle, c'était sa survie, parce qu'elle avait fait des contrats avec la société à l'étranger pour avoir ses saumons, et ben on s'est aperçu, enfin le propriétaire s'est aperçu, il pleurait devant moi en disant je vais donner manger n'importe quoi à mes clients. Mais vous vous rendez compte que c'est grave? Il n'était pas responsable de ça, et les douanes ne voulaient pas en entendre parler. Ben voilà, je pense qu'aujourd'hui il faut avoir une régularité aujourd'hui, il faut être de A à Z responsable de son produit, que le restaurateur, s'il met son produit, il faut qu'il se mette, je dirais, les tripes sur la table en disant « moi je fais la carotte du père Tartampion ». Il ne faut pas tomber non plus dans des extravagances, parce que vous avez une carte, quand vous avez lu le nom du grand-père, de la mère et puis du cousin, parce qu'il a élevé la carotte, la tomate et le machin, il faut être honnête, quoi. Quand vous mettez une tomate ou une carotte, elle doit être bonne. Après, si elle vient de produits X, il faut le dire. Et puis la viande, c'est exactement pareil. Et malheureusement, le consommateur, et je me mets à votre place, monsieur, mais moi, je me fais avoir. Le premier. Moi, je voudrais ajouter 2 points rapidement. Je pense qu'il y a une question importante qui est la notion de transparence. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, mais je pense que c'est vraiment un point essentiel. Et ça va l'être de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'information circule de plus en plus, où il est complètement illusoire, quand on est un professionnel, de penser qu'on va pouvoir dissimuler un certain nombre de pratiques discutables ou douteuses sur le long terme. Vous savez tous, on le voit tous, il y a de plus en plus de reportages, de documentaires à la télé sur, entre guillemets, les coulisses de l'agroalimentaire. Des choses qui sont parfois montées aussi en épingle, il faut bien le dire, mais donc vous avez la télévision, vous avez aussi Internet où on peut trouver des tas de témoignages, d'ailleurs parfois de professionnels, des vidéos qui vous montrent comment ça se passe, etc. Donc cette illusion qu'ont encore, je pense, un grand nombre d'acteurs de l'industrie agroalimentaire, et peut-être de la restauration aussi, qui consiste à dire « laissez-nous faire notre métier tranquillement, faites-nous confiance, on vous vend les produits », je pense que ça ne marche plus, parce que l'information circule beaucoup plus et les consommateurs finissent toujours par être informés. Et quand il y a un problème, la sanction, elle est là. Si vous regardez ce qui s'est passé suite au scandale de la viande de cheval, vous voyez qu'il y a eu un effondrement très net des ventes, et il y a un certain nombre d'entreprises, sauf si je me trompe, qui ont bu le bouillon suite à cette affaire. Donc je pense qu'il faut que les professionnels acceptent aussi de jouer le jeu de l'information, d'être davantage à l'écoute de ce qu'attendent aujourd'hui les consommateurs en termes de santé,
en termes de respect du bien-être animal. Enfin, il y a tout un tas de préoccupations qui prennent de plus en plus d'importance et il faut que les pratiques évoluent davantage. Et je pense qu'il ne faut pas le voir que comme une contrainte. C'est aussi des opportunités qui sont à saisir pour renouer une confiance, parce qu'on ne bâtit rien sur le climat qui est en train, enfin on ne bâtira rien sur ce climat qui est en train de s'installer de défiance, de suspicion croissante. Et je reviens simplement rapidement sur une autre notion que vous avez évoquée, Monsieur Legendre, qui est celle de la responsabilité. Moi j'ai été frappé à propos de ce scandale donc, de la viande de cheval, d'entendre un certain nombre de groupes industriels dire « Ah non, c'est pas nous qui sommes responsables, c'est nos sous-traitants, nos fournisseurs, etc. » Et on assiste à une espèce de dilution de la responsabilité qui n'est pas acceptable. Vous mettez sur le marché un produit, vous l'étiquetez avec votre nom, votre adresse de fabricant, vous êtes responsable de ce qu'il y a dedans et c'est à vous d'assumer vos choix stratégiques. Si vous avez fait appel à des fournisseurs, à une chaîne d'approvisionnement qui va jusqu'à l'autre bout de la planète, c'est peut-être moins cher, mais ça vous engage à mener des audits, à avoir des procédures de contrôle pour assurer la conformité et la sécurité du produit. Donc en face, c'est des coûts aussi. Parce que c'est évidemment un peu facile d'aller au coût le plus bas sans en assumer ensuite les conséquences en termes de gestion, de procédures, etc. Donc la responsabilité, c'est une notion importante. Et puis ce que je voudrais dire pour terminer aussi, c'est qu'on ne peut pas dire on fournit toute l'information au consommateur et s'il ne veut pas regarder, eh ben, tant pis, c'est de sa responsabilité, il n'a pas voulu regarder, c'est lui qui est responsable et s'il mange un truc trompeur ou déloyal, c'est de sa faute. On ne peut pas dire ça parce qu'il y a un déséquilibre au départ. Au départ, celui qui fabrique, celui qui met sur le marché, il sait tout de son produit. Il a toute l'information, ou il est censé avoir toute l'information s'il fait bien son métier. Le consommateur, lui, c'est pas un spécialiste, et quand on lui dit viande séparée mécaniquement, lui, il ne sait pas ce que ça veut dire, sauf s'il est allé chercher l'information. Donc il y a un déséquilibre au départ, et il y a un principe qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il doit y avoir des réglementations pour corriger ce déséquilibre et pour assurer une relation un peu plus équilibrée entre celui qui vend et celui qui achète. C'est pour ça qu'on a besoin d'informations, de contrôle et de sanctions quand il y a des choses qui ne sont pas conformes. Merci. Oui, le temps. Oui, je rajouterais juste un truc très rapidement sur le Horsegate, donc la viande de cheval. Il y a aussi un autre responsable qu'on n'a pas évoqué, c'est quand même l'État. Pour quelle raison pour le motif de la RGPP, donc la révision, révision générale des politiques publiques, qui s'est traduit concrètement par une baisse des moyens alloués aux services vétérinaires qui contrôlaient les carcasses. Donc, d'où moins de moyens, d'où moins d'interventions et plus d'interventions dues à des dénonciations uniquement. Donc, forcément, l'État doit aussi réfléchir sur la question. À force de supprimer les moyens alloués à ces services, forcément, on s'oriente vers ce genre de problème, vers ce genre d'arnaque, et ça montre aussi que finalement, la politique de l'autocontrôle, elle a ses limites. Voilà. Merci. Alors, il y a 2 questions dans la salle. On ne pourra pas en prendre plus. Je suis vraiment désolée. Monsieur ? Oui, je voulais simplement... je lisais un petit peu votre table ronde, le début de la phrase qui commençait par « le fait maison se substitue progressivement au prêt-à-manger ». Donc, monsieur Pernin a plus ou moins répondu à cette question que je voulais poser depuis un petit moment. Parce que, en fin de compte, ne faut-il pas garder le prêt-à-manger à l'agro et le fait maison à la ménagère qui va faire son petit marché le dimanche pour sa famille, ou au restaurateur de qualité qui sera validé par le Cercle culinaire de France ou les maîtres restaurateurs? Voilà mes questions. Oui, enfin, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est finalement il y a des besoins différents, il y a des demandes différentes et il faut que les choses soient bien claires, soient lisibles pour les gens et qu'on sache à quoi on a affaire. Je pense effectivement c'est une partie des solutions, c'est qu'on n'entretienne pas la confusion en mettant des grands chefs sur des plats cuisinés ou en faisant croire que dans un restaurant vous faites de la grande cuisine alors que c'est pas le cas. Donc oui, c'est comme ça qu'on reconstruira aussi de la confiance et qu'on pourra peut-être avancer. Oui, parce que prêt à manger, comme le nom l'indique, il ne peut pas être fait maison, quoi qu'il en soit. Ou alors il peut
être retransformé. Mais je pense que le prêt-à-manger, c'est important de bien faire la spécificité du prêt-à-manger qui peut être voué à l'agroalimentaire qui, comme disait Monsieur Legendre, font un travail extraordinaire, font des choses extraordinaires. Mais il faut garder un petit peu le distinguo entre le fait maison et le prêt-à-manger. C'est, je pense, essentiel. Et surtout, dans un pays comme le nôtre, la France, qui a valeur gastronomique énorme, je pense que c'est à nous quand même dans l'ensemble de montrer cette bonne voie. Mais si la notion de prêt-à-manger intéressait quelqu'un, ça se saurait. Je crois que s'ils se penchent sur le fait maison, c'est que justement, ils veulent jouer sur l'ambiguïté. Voilà. Donc, Ben oui, sur l'ambiguïté. Après, une blanquette que vous faites à la maison et c'est encore meilleur réchauffé, elle est prête à manger le lendemain. Oui, mais elle est faite à la maison, elle n'est pas sortie de votre maison par contre. Madame ? Oui, moi je voulais juste, à titre personnel, dire que je fais une différence. Vous parlez des produits de l'agroalimentaire. Toutes les crises montrent qu'effectivement, on a largement la possibilité d'avoir une perte de confiance par rapport à ce type de produits. Vous donnez l'exemple des lasagnes. Je fais la différence entre moyens de distribution type les grandes surfaces, où effectivement le consommateur peut faire le choix d'acheter ce type de produit, informé ou pas par rapport à la composition, ou capable ou pas de comprendre les étiquettes, mais il va pouvoir faire le choix d'acheter ce produit. Par contre, moi, quand je vois des émissions, effectivement, qui montrent que dans les poubelles des restaurants, on trouve le même type de produit, et par contre, dans ce type de restaurant, moi, je suis allée en croyant qu'effectivement, ce sont des professionnels qui vont avoir préparé le produit. On l'a vu sur les lasagnes, on le voit sur la souris d'agneau. Là aussi, je trouve que c'est une fraude. Et pour moi, le fait maison, la question du fait maison dans les restaurants, c'est celle-là. C'est être informé, parce que je suis informée quand je vais dans une grande surface, je ne le suis pas quand je vais dans un restaurant. Mais ça rejoint la grosse hypocrisie dont M. Legendre parlait tout à l'heure, c'est que pour ouvrir un restaurant, il n'y a même pas besoin d'être cuisinier. C'est vrai qu'acheter des lasagnes, vous allez acheter X euros dans un supermarché et que vous êtes obligé de le payer 4 fois plus dans un restaurant, sachant que c'est le même produit. Ça se fout vraiment de la gueule du client. Je pense pour pas qu'il y ait de suspicion. Vous faites vos pâtes, vous allez acheter une bonne viande, vous allez acheter votre tomate. Et vous vous faites un plaisir à la maison, à déborder, dans lequel vous aurez tellement le sourire de le donner à vos enfants et à vos amis et à votre mari, que vous aurez trouvé la panacée, tout simplement. Bien. Merci de votre attention. Merci aux membres de la table ronde. Avant de nous quitter, je me permets de remercier tous les participants au nom de la maison IEHCA, de remercier surtout des personnes qui sont rarement remerciées, c'est le public, d'avoir été attentif et présent aussi longtemps, et de remercier aussi l'équipe de l'IEHCA qui chaque année donne de son temps personnel à l'abord d'un week-end comme vous. Je peux les citer, ils ne sont pas nombreux, Olivier, Loïc, pour commencer par des garçons, excusez-moi, c'est pour redonner une tendance, sans oublier Sylvie qui donne beaucoup de son temps, Véronique, Annabelle et Anaïs. Je remercie également toutes les personnes qui peuvent amener des idées, car il y en a beaucoup qui sont venus me voir pour amener des idées pour les années prochaines, elles sont les bienvenues. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une idée qui serait nouvelle tendance et innovation culinaire, qui serait potentiellement la thématique pour l'année prochaine. Merci.